Bien, alors bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce deuxième cours de biochimie qui fait suite directement au premier cours basé sur la structure des protéines. Ce cours s'intitule Purification de protéines et il va se baser en fait sur les informations qu'on aura acquises à partir du premier cours. La purification de protéines, c'est quelque chose. C'est un domaine qui est tout de même assez large. Beaucoup de choses peuvent être dites sur la purification de protéines, que ce soit d'un point de vue du principe de toutes les méthodes, que ce soit sur ce qui est possible de faire à la suite des purifications de protéines, hein, en fonction des domaines qui vont être touchés par cette purification. Et on va voir ça ensemble. Donc, le cours va être assez dense. Ça va peut-être un peu faire catalogue, mais d'un autre côté, j'ai vraiment voulu présenter le panel le plus large possible sur les purifications de protéines. Donc après l'intro, on va voir en fait les différentes étapes de la purification qui sont la préparation, l'extraction, clarification, capture, purification intermédiaire et polissage. Et on finira sur ce qu'on appelle le scale-up, c'est-à-dire faire une transposition à l'échelle industrielle. On peut purifier à l'échelle industrielle, mais il va y avoir certaines différences avec le laboratoire. Et on conclura sur tout ce qui va être rendement, les différents calculs qu'on peut faire à partir des différentes étapes. D'abord, au cours bien avant de mettre en place la purification, il y a plusieurs points qu'il faut prendre en compte dans cet ordre-là. Définir les objectifs de la purification, c'est-à-dire, c'est pas vraiment pourquoi est-ce qu'on veut purifier, mais plutôt dans quel but. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. C'est-à-dire, parce qu'en fonction du but de la purification, cela ne va pas exiger le même taux de pureté ni la même masse de protéines qu'on veut récupérer à la fin. Ensuite, tenir compte de ce qui est connu sur la protéine cible, parce que évidemment, toutes les méthodes qui vont découler de ça, nécessitent euh, de connaître toutes les propriétés physico-chimiques de notre protéine cible. Protéine cible égale protéine d'intérêt, les deux se disent. Donc, renseignements nécessaires bien en amont. Cela va permettre de choisir les outils de purification. Donc là, vraiment faire un choix en fonction de ce qu'on veut faire. Ensuite, on met au point un dosage analytique qui va nous permettre de suivre la pureté et le rendement au cours de notre purification. Et enfin, d'élaborer le protocole. S'il n'est pas connu, on le crée. C'est tout à fait faisable. Petit point, le dosage analytique va faire l'objet d'un cours en lui-même. Le prochain cours, en fait, sera sur les dosages des protéines. Ce sera un cours qui sera plus court, mais qui apportera des informations qui viendront compléter le cours qui sera entre guillemets entre la structure des protéines et la purification. Ça va être le pendant de ces deux cours. J'ai fait un petit graphique ici qui montre en fait l'évolution de la pureté et du rendement en pourcentage en fonction du nombre d'étapes. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que euh, d'une étape à une autre, on va perdre en rendement. On va avoir des pertes, comme dans toute étape en chimie ou ce que vous voulez, on va avoir des pertes. Mais la pureté va augmenter entre chaque étape. C'est le principe. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fonction du nombre d'étapes, la pureté va augmenter, mais le rendement va diminuer. Et par exemple, si vous avez des étapes qui ont un rendement de 80%, on peut se dire que 80% de rendement, c'est plutôt pas mal. Sauf que si vous avez 8 étapes, ça fait un rendement final de 17%. Autrement dit, c'est plutôt nullissime, hein. Donc, il faut faire la synthèse entre la pureté que l'on veut obtenir et la quantité que l'on veut obtenir également. Et choisir le nombre d'étapes et
le protocole avec les méthodes qui vont permettre de réduire au maximum le nombre d'étapes. Parce qu'en fait, c'est un peu le but, c'est d'avoir une grande pureté, enfin en tout cas d'avoir la pureté que l'on souhaite avec le minimum d'étapes, parce qu'on n'aura jamais une étape avec un rendement de 100%. On peut s'en approcher, mais c'est quand même pas évident. Donc voilà. Alors d'abord, première étape, préparation. 2 points, fixer les objectifs, parce que la protéine, on peut l'utiliser pour plusieurs manières. La spectrométrie de masse, donc ça, c'est ce qui va nous permettre d'avoir le détail de notre protéine, hein, c'est-à-dire que on va pouvoir déterminer sa masse moléculaire, etc. Et donc, si on veut faire juste de la spectrométrie de masse, donc, la pureté nécessaire est de 80%, donc ça va. C'est largement réalisable et on a besoin d'assez peu de protéines. Ça veut dire que là, même si on perd en rendement, on s'en fout un peu, parce qu'on a besoin de l'ordre du picogramme ou du nanogramme. Vous voyez, comme l'immunisation, c'est pareil. Le pourcentage est de 80 et on va être sur du nanogramme de quantité nécessaire. Par contre, si on part sur des études fonctionnelles ou des études structurales, là, on doit avoir une pureté entre 95 et 99%. Donc là, on s'approche sur des protocoles qui vont être assez intenses. Et là, on a besoin de plus de quantité entre le micro et le milligramme. Et alors là, par contre, si on part sur de la protéine thérapeutique, alors là, autant vous dire qu'il faut la pureté proche de 100%, et là, on veut en grande quantité, hein, pour des médicaments, principes actifs, ou ce que vous voulez. Donc, premier point, fixer les objectifs. Deuxième point, donc ça, c'est ce que je disais, hein, le renseignement sur les propriétés physico-chimiques de la protéine et de ses contaminants. Parce que si jamais les propriétés sont les mêmes, ça va être difficile de les séparer. C'est pour ça que si on peut nuancer sur la température, le pH, etc., pour séparer la protéine des contaminants, c'est toujours important. On va pouvoir déterminer sensibilité à la température, pH, solvant, potentiel redox, masse, taille, charge, biospécificité, etc. Beaucoup d'informations qui vont pouvoir être rapportées via la séquence primaire, hein, notamment. Et enfin, mettre au point, disposer des dosages protéines totales et dosages protéines spécifiques. Parce qu'évidemment, il est important de pouvoir doser toutes les protéines de notre échantillon et de pouvoir doser uniquement la protéine qui nous intéresse. C'est ça qui va pouvoir permettre de faire une pureté, en fait. Parce que ça va donner une idée de la pureté. Donc ça, c'est l'étape de préparation. Maintenant, on va passer à l'étape d'extraction et clarification. Donc c'est là où on rentre vraiment dans les manips. L'extraction, son objectif, c'est de libérer la protéine cible de son environnement physiologique. C'est la première étape. Et alors l'extraction, elle peut se faire de deux manières. Soit de manière chimique, soit de manière physique. La méthode chimique va être davantage utilisée au niveau du laboratoire, hein, parce qu'on va avoir... par exemple, tout ce qui va être lyse cellulaire, donc le cassage des cellules, qui va permettre de libérer les protéines du contenu cellulaire, justement. Et alors ça peut se faire via des enzymes. Hein. Il y a des enzymes qui vont pouvoir faire une lyse cellulaire, des détergents. Par exemple, le SDS, hein, le sodium de décylsulfate, c'est un détergent ionique. Il existe un autre, le triton, qui est un détergent non ionique. On va avoir des solvants, par exemple l'acétate d'éthyle est un solvant utilisé pour la lyse cellulaire. Donc ça, voilà, des méthodes chimiques. Par exemple, pour les enzymes, on a plein d'enzymes. De toute façon, les enzymes, c'est tellement vaste que vous trouvez forcément les enzymes nécessaires pour avoir du lysozyme, par exemple. Enfin, voilà. Et alors ça va être sympa d'un point de vue du laboratoire, mais le problème, c'est que du point de vue industriel, les détergents, les solvants, on va éviter, parce que c'est cher. Les enzymes, c'est très cher, donc en industrie, on va fortement privilégier les méthodes mécaniques, ce qu'on appelle des lyses mécaniques. Donc, je ne vais pas tous les citer, mais par exemple, voilà, les homogénéisateurs à haute pression, tout ce qui va être broyeur,
congélation, décongélation. Voilà. Il y a plein de choses possibles et facilement réalisables. Choc osmotique aussi. Donc, dans tous les cas, peu importe la technique que vous utilisez, il faut extraire la protéine. Et là, vous avez l'embarras du choix pour le faire. Maintenant, on va clarifier. Ça veut dire se débarrasser des particules en suspension afin d'obtenir ce qu'on appelle un lisa clarifié. Au passage, vous savez que la clarification, c'est aussi le terme pour séparer le jaune des blancs quand on casse des œufs. Là, on clarifie les œufs. Ça veut dire qu'en fait, on va séparer le jaune des blancs. Donc, on se débarrasse, entre guillemets, du blanc. Quand on clarifie, en général, on garde le jaune. Vous voyez, c'est pas un hasard, hein. On est sur le même principe. Et alors là, des méthodes de clarification, il y en a beaucoup. Je vais vous en donner quelques-unes. La plus basique, c'est la centrifugation, qui se fait à froid, à 4 degrés. On va avoir une sédimentation accélérée par rotation simple autour d'un axe, hein, ça vous savez ce que c'est. Et on peut avoir une répartition soit en fonction de la masse, qu'on appelle différentielle, ou en fonction de la densité. C'est ce qu'on appelle sur un gradient isopycnique. Alors, par centrifugation différentielle, ma foi, c'est ce qu'on va avoir là. Hein. Donc là, on va avoir les protéines les plus lourdes qui vont tomber au fond du tube, hein, en fonction du culot, c'est ce qu'on appelle le culot. Donc les débris cellulaires vont être là-dedans et on va avoir nos protéines qui vont être en suspension dans le surnageant, si elles sont solubles au bon pH. Et le gradient isopycnique, ça va être permis par exemple avec l'ajout de bromure de césium. De chlorure de césium, ClCs. Et ça, en fait, ça va permettre de créer un gradient de densité. Et donc, les molécules les plus denses vont aller au fond, les molécules les moins denses vont aller en haut. C'est un gradient isopycnique qui est très utilisé lorsqu'on veut faire une purification plasmidique, hein, au niveau des acides nucléiques. On va voir en fonction de si on a un ADN linéaire, circulaire, semi-enroulé, plasmide, on va avoir une répartition différente. Dans tous les cas, ça permet d'éliminer les débris cellulaires et particules. À partir de là, on obtient nos protéines en suspension. Mais on a toutes les protéines en suspension. Vous voyez? Et là, on va pouvoir, ça va permettre de faire d'autres choses. Donc, la centrifugation, la filtration, évidemment. Donc, on a la possibilité de filtrer différentes particules, hein, en fonction de ce qu'on appelle le seuil de coupure de la membrane de filtration. Voyez, en fonction de la taille des trous, donc ça peut aller de 10 micromètres jusqu'à 0,1 nanomètre. Et en fonction, plus les trous sont petits, plus ça nécessite une pression importante au niveau de la filtration. Et par exemple, si jamais on fait une microfiltration, tout ce qui va être bactéries, débris cellulaires va être retenu par la membrane et tout ce qui va être protéines va pouvoir passer au travers. C'est pour ça qu'on va avoir un rétentat. Le rétentat, c'est ce qui va être retenu, donc qui va être riche en soluté de masse moléculaire élevée. Ce que j'appelle MR dans ma présentation, ça veut dire masse moléculaire relative. Retenez le poids, en gros, si vous voulez. Donc, par exemple, soit vous faites une microfiltration, vous allez avoir un rétentat avec les débris cellulaires, les protéines qui vont passer à travers, soit, si vous avez un truc un peu plus clarifié, vous faites une ultrafiltration, et à ce moment-là, vous allez vous débarrasser de tout ce qui va être sel, ions, sucre, etc. Donc en fonction de à quel moment vous êtes, vous pouvez utiliser différentes méthodes de filtration. Donc la filtration est très utilisée également. On a la gel filtration. C'est l'utilisation de résine composée de billes au bord calibré. C'est-à-dire que c'est des billes avec des trous dedans. Et le principe, c'est que les molécules dont la taille est inférieure à la taille des pores des billes vont rentrer dans les billes. Et donc, comme elles vont rentrer dans les billes, elles vont faire un chemin, un trajet qui va être plus long que celles qui ne le sont pas.
C'est-à-dire que les grosses molécules vont passer entre les billes et vont être éluées en premier, et les toutes petites molécules, comme les protéines, vont pouvoir rentrer dans les billes, faire un long chemin, et là on va avoir une séparation des particules en fonction de leur taille, leur masse moléculaire relative. Et ça c'est très intéressant, la gel filtration. Et après, on va avoir un profil d'élution avec un premier gros pic qui correspond aux grosses molécules, un autre pic avec les moyennes, un autre pic avec les petites, etc. On a l'immunoprécipitation. Alors là, c'est un peu plus spécifique. Comme j'ai marqué, c'est une clarification spécifique. Elle nécessite d'avoir voilà, une reconnaissance entre anticorps et antigènes. Donc voilà, il faut avoir des anticorps issus de l'ingénierie génétique, évidemment. Et que la protéine, il faut qu'elle ait une étiquette qu'on appelle un tag qui va être reconnu par cet anticorps. Donc ça, si on peut le faire, c'est bien parce que c'est une clarification extrêmement spécifique et donc extrêmement efficace. Mais c'est assez onéreux parce qu'il faut que la protéine ait été générée par ingénierie génétique, il faut que l'anticorps corresponde, etc. C'est beaucoup plus lourd et plus onéreux. Évidemment impossible à faire à l'échelle industrielle. Et on va avoir tout ce qui va être clarification différentielle ou fractionnée. C'est-à-dire que là, ça va être en fonction des paramètres physico-chimiques, enfin des propriétés physico-chimiques de notre protéine. Donc là, on va concentrer la protéine, et là, on va avoir voilà, des interactions qu'elles vont établir avec le solvant, qui va être polaire, etc. Et si on perturbe ces interactions, eh ben on va former des agrégats entre protéines. Et si on a des agrégats, les protéines vont précipiter, elles vont sédimenter. On parle aussi de défécation des protéines. C'est très classe, mais ça se dit. Alors, modification du pH. Comme on l'avait dit sur le cours de la structure des protéines, si vous vous en souvenez, les protéines vont avoir une solubilité minimale à leur pHI. C'est-à-dire que si votre pH est égal au pHI de la protéine, les protéines vont pouvoir précipiter. Première chose. Deuxième chose, modification de la polarité du solvant. Là, si on additionne un solvant organique miscible à l'eau, comme l'acétone, l'éthanol, ça va diminuer la constante diélectrique. Et donc ça veut dire que, parce que dans l'eau, les protéines, il y a la constante diélectrique qui est très haute, et donc les ions vont être hydratés, enfin les charges des protéines vont être hydratées, et ne vont pas permettre leur interaction en elles. Par contre, si on baisse la constante diélectrique, on a davantage une hydratation de nos solvants organiques, et donc on va pouvoir avoir une interaction ionique entre nos protéines, et interaction électrostatique, elles vont s'agréger et vont précipiter. Addition de polymères hydroscopiques, donc là par exemple le polyéthylène glycol va induire une compétition entre le polymère et les protéines par rapport à l'eau, et comme le PEG va être en excès, il va être davantage hydraté que les protéines, elles s'agrègent, elles précipitent. Addition de sels cosmotropes. Alors là on parle d'agents cosmotropiques, donc ça veut dire non dénaturant. L'opposé va être un agent chaotropique, ou on peut parler d'un agent chaotrope, ça va être dénaturant. Donc là évidemment on ne veut pas que ce soit dénaturant, donc on va utiliser un sel cosmotrope, par exemple le sulfate d'ammonium, NH4,2SO4. Il y a deux phases. Première phase qui s'appelle le salting in, c'est-à-dire qu'on va mettre de plus en plus de sel dans le milieu. On augmente la solubilité des protéines, car les ions hydratés vont s'associer aux protéines, empêchant leur agrégation. Donc on augmente la concentration en sel, les protéines sont en solution, tout va bien. Et là, on augmente tellement le sel, il va y avoir une telle quantité de sel, qu'en fait, il va y avoir une compétition entre les ions du sel et les protéines en vue de leur hydratation. Et donc, comme avec le PEG, comme les ions et le sel, enfin comme les ions du sel vont être en excès, l'eau va hydrater les sels, et donc les protéines vont s'agréger par interaction hydrophobe. Parce que les protéines ont des patchs hydrophobes
qui sont liées à des regroupements d'acides aminés apolaires. Les patchs hydrophobes vont avoir un effet hydrophobe et donc elles vont s'agréger et précipiter. Inconvénient, vous obtenez des protéines qui vont être extrêmement salées. Ça va nécessiter de se débarrasser du sel par la suite. Retenez ça, on va y revenir. On peut aussi le faire par thermoprécipitation, donc en augmentant la température. Alors, ça c'est très spécifique aussi parce que ça peut se faire uniquement si on a l'expression d'une protéine thermostable qui provient d'un organisme thermophile qui se prolifère dans un milieu à haute température. Et là, évidemment, si jamais on crame tout, tout va précipiter, il ne restera plus que nos protéines qui vont être thermophiles dans la solution, dans le surnageant, et là, on aura bien purifié notre extrait, mais là, c'est vraiment des cas particuliers, mais c'est possible. Je crois que c'est la dernière, donc la dialyse. Alors, définition, la dialyse est une technique mettant en œuvre des échanges entre deux compartiments de composition différentes. Ces deux compartiments sont séparés par une membrane semi-perméable. Semi-perméable parce qu'elle va avoir des pores, avec des pores qu'on appelle calibrés, qu'on appelle seuil de coupure, comme avec la gel filtration. Et alors le principe, c'est qu'il va y avoir un échange, une diffusion des molécules qui vont avoir une taille inférieure au seuil de coupure de la membrane, donc elles vont pouvoir passer par les pores et diffuser à travers. Et alors le principe, c'est que vous avez ce qu'on appelle un boudin de dialyse, ce qui est en noir ici. Donc on voit bien que c'est une membrane qui est poreuse. On a notre échantillon de protéines là-dedans, par exemple après un salting out, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de sel avec nos protéines. Et bien ça va permettre de dessaler. Pourquoi? Parce que notre boudin de dialyse va tremper dans un grand volume de tampon qui ne contient pas de sel. Et donc comme ici on est très concentré en sel, on va avoir le sel qui va passer au travers de la membrane, qui va diffuser, et il va y avoir, par exemple après une semaine de dialyse, un équilibre des concentrations de part et d'autre de la membrane. Et donc comme il y a équilibre, et ici on est beaucoup moins concentré en sel. On va avoir dessalé notre échantillon. Et les protéines, comme elles sont beaucoup plus grosses, elles vont rester dans le boudin de dialyse qu'on va pouvoir récupérer et qu'on va pouvoir utiliser pour d'autres méthodes de purification. Donc ça, c'est très intéressant, la dialyse. Et c'est ce qui est utilisé au niveau des reins. On se débarrasse de tout ce qui va être dans le sang par la même méthode. Et la diffusion se fait par la loi de Fick, que j'ai marqué ici, qui prend en compte une constante, la surface de la membrane, la différence de concentration entre les milieux extérieurs et intérieurs, et l'épaisseur de la membrane. Voilà. Et donc la dialyse est très intéressante. Et elle n'est pas onéreuse, il faut juste un boudin de dialyse et les tampons adéquats. Et c'est à peu près tout. On y laisse une semaine tranquille et on n'y touche plus. Ça se fait très facilement. En revanche, il va y avoir un appel d'eau dans le boudin et donc on va, entre guillemets, diluer un peu notre échantillon. C'est un peu l'inconvénient, mais très utile. Bien, maintenant qu'on a vu comment clarifier notre extrait, on va voir comment faire la vraie purification en tant que telle. Alors, définition. L'extrait clarifié qui va être obtenu après extraction et clarification n'est pas encore pur. Ce sont les étapes ultérieures qui vont permettre de séparer efficacement les constituants et qu'on va pouvoir utiliser pour les analyser et de les quantifier, ou de les quantifier. Et là, on va parler chromatographie. Donc, définition, la chromato, c'est quoi? C'est une méthode de séparation et d'analyse des constituants d'un mélange. Cette méthode consiste à faire circuler des solutés grâce à une phase mobile qui peut être fluide, gazeuse, le long d'une phase stationnaire adsorbante. Alors, adsorbante et pas absorbante. Il ne s'agit pas d'absorption ici, mais d'adsorption, c'est-à-dire ça va interagir avec la surface sans rentrer dedans. Ça, c'est très important. Le vocabulaire est important ici. Le vocabulaire est important en règle générale. Cette méthode repose sur les interactions spécifiques qu'elles établissent avec le soluté qui va entre les deux phases, c'est-à-dire que
il va y avoir des interactions avec la phase solide qui va ralentir la migration de notre échantillon, et les interactions avec la phase mobile, ou soit les interactions, soit la solubilisation, qui va permettre une force d'entraînement qui va donc accélérer la migration. Et là, je vous précise que c'est un phénomène de partition sélective qui se caractérise par un coefficient de partage qui va différencier en fonction de chaque soluté dans chaque système donné. Ce coefficient de partage permet, entre guillemets, de standardiser les méthodes. Les chromatopes peuvent être classés de différentes manières en fonction de la nature de la phase mobile, qui peut être liquide ou gazeuse, selon le type de séparation, selon les propriétés, etc. Il existe plein de moyens de classer les chromatographies. Je vais vous en proposer une. En fait, on va d'abord voir les chromatographies qui vont être solide-solide, solide-liquide, etc. Donc, c'est comme ça que j'ai décidé de les classer. Au niveau du matériel, donc ici j'ai mis un peu des vraies images que j'ai moi-même prises lors de mes propres TP à l'école. Et on va avoir des chromatographies qui vont être réalisées dans des colonnes qui forment l'élément central, et c'est là que va s'effectuer la séparation des solutés. Donc voici une colonne de chromatographie. Ça mesure 20 cm de haut, c'est pas très grand, hein, ça mesure 2 cm de large, voilà, c'est très petit. Hein. On va avoir un détecteur à la sortie de la colonne, donc ça peut être un spectromètre de masse, ça peut être conductimètre, un spectrophotomètre, voilà, ça peut être ce que vous voulez en soi. L'image du milieu, c'est ce qu'on appelle un collecteur de fractions. C'est-à-dire que c'est automatisé et en fait, il y a un tube qui va sortir de la de la colonne et qui va, via un dispositif mécanique, déposer les gouttes dans les fractions, tant de gouttes par minute, et on a des fractions. Et ici, on voit un très beau gradient de rouge parce qu'on avait purifié du cytochrome C qui est rouge, qui absorbe à 410 nanomètres. Donc là, c'était particulièrement intéressant. Et à la fin, si vous observez ici, par exemple on fait avec un spectrophotomètre, on va avoir les absorbances de nos fractions en fonction du nombre de fractions. Et donc vous voyez ici, on avait fait une élution avec un gradient salin, et donc on avait l'absorbance à 0, et hop, on a les protéines qui sont sorties à cet endroit-là. Ça, c'est ce qu'on appelle un chromatogramme. Et sur un chromatogramme, on ne parle pas de bandes, mais de pics. D'accord? Les bandes, ça représente, c'est plus pour les spectres d'absorption. Donc voilà pour le matériel. On va commencer maintenant avec la chromatographie liquide-liquide. Ça, la chromatographie de partage, c'est ce qu'on appelle la chromatographie sur couche mince, en anglais Thin Layer Chromatography ou encore CCM. On a une phase solide et un liquide fixés sur un support inerte, donc les plaques de silice de polarité différente de celle de la phase mobile. Donc ça, c'est ce qu'on a tous fait au lycée. Voilà, les CCM, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Quoi qu'il en soit, on va avoir nos échantillons qui vont avoir une affinité avec la phase solide qui va ralentir leur migration, et en fonction de leur solubilité ou de leur interaction avec la phase mobile, vont migrer plus ou moins loin en fonction de ces paramètres-là. Et voilà, si on a un mélange ici, dans le A, on peut voir que dans le mélange, on a le constituant B, parce qu'on va pouvoir comparer les rapports de front, hein, et ça va permettre d'identifier les constituants d'un mélange. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qui est assez connu, je ne vais pas trop m'attarder. Voilà. Alors maintenant, on va parler de la chromatographie d'exclusion stérique. Alors c'est ce qu'on avait vu avec la gel filtration, mais je vais détailler un peu plus. Donc c'est un peu long, mais ça permet vraiment d'être clair. Utilisation de billes poreuses, donc comme on l'a vu, hein, avec des pores dans les billes, hein, des microbilles. En polymère, donc soit de l'agarose ou du polyacrylamide, hein, ça dépend. Aussi en silice.
Et en fait, la taille des pores vont former un maillage, ce qu'on appelle aussi j'ai oublié le terme, un maillage ou ah, j'ai oublié, pardon, un tamis moléculaire. Bah oui, en plus je l'ai marqué, je suis vraiment trop con. Voilà, un maillage ou un tamis moléculaire, et ça va ralentir les petites molécules qui, par leur petite taille, vont diffuser dans les pores et vont ralentir leur migration. Et donc ça, c'est par rapport à la masse moléculaire relative, hein. On va avoir deux limites. Une limite inférieure qui va déterminer les plus petites molécules qui vont pouvoir être séparées par la résine. Et toutes les molécules qui vont être inférieures à cette masse-là vont être éluées dans un volume qui s'appelle le volume de la colonne. La limite supérieure, c'est la plus grande masse moléculaire séparable. Toutes les molécules supérieures à cette masse vont être également pas séparées et vont être exclues de la résine dans un volume qu'on appelle le volume mort. Et toutes les molécules qui vont être entre ces deux limites vont pouvoir passer dans les pores et vont pouvoir être ralenties dans leur migration et vont pouvoir être éluées et séparées. Donc ici, comme on n'a pas de modification de la phase mobile, on appelle ça une élution isocratique. Donc la gel filtration, c'est très utilisé, c'est vachement intéressant. Et le domaine de fractionnement, il est donné soit en grammes par mol, soit en Dalton. Vous vous souvenez, le Dalton, un Dalton correspond un acide aminé va donner 110 Dalton. Donc ça permet en fait de déduire le nombre d'acides aminés par rapport à la taille des pores. Donc ça c'est plutôt intéressant parce que la masse molaire sur les protéines on s'en fout un peu quoi, pour être tout à fait honnête. On parle surtout en Dalton parce que ça renseigne directement sur le nombre d'acides aminés. Alors, comment ça se passe? Il peut y avoir une utilisation qualitative s'il est utilisé pour séparer. Donc là, on va avoir une utilisation pour déterminer la masse moléculaire d'une protéine en conditions natives, si évidemment on ne dénature pas. Et alors là, comment ça se passe? Déjà, on fait ce qu'on appelle un étalonnage ou une gamme étalon avec des protéines de masse moléculaire connues et qui sont compris dans le domaine de fractionnement. Et à partir de ça, on va former une linéarité entre le logarithme de la masse moléculaire et le volume d'élution. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une droite, et ainsi, pour un volume d'élution de notre protéine inconnue, va nous renseigner sur le logarithme de la masse moléculaire correspondante. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez simple à comprendre également. Et si jamais on trace le chromatogramme de l'absorbance en fonction du volume d'élution, on va avoir l'injection de l'échantillon, les molécules de masse moléculaire élevée qui sont supérieures à la limite supérieure, elles vont être éluées en même temps, ce qui va former un gros pic ici. Et c'est ce volume-là qu'on appelle le volume mort. C'est le volume qui va sortir de la colonne entre l'injection de l'échantillon et le premier pic qui correspond aux masses moléculaires élevées. Ensuite, on va avoir le domaine de fractionnement. Donc là, en fonction de la taille, on va avoir une séparation. Donc ici, c'est gros, ici, c'est un peu plus petit, encore plus petit, encore plus petit. Et on va avoir un volume d'élution qui va différencier en fonction des pics. Et je précise qu'on prend la valeur des pics au milieu. D'accord? Ça forme des gaussiennes à chaque fois, des pics. Et on va avoir tout à la fin les toutes petites molécules qui auront une masse inférieure à la limite inférieure des seuils de coupure. Et quand elles vont sortir, ça va former le volume total de la colonne. Donc là, on a le volume de la colonne, les volumes d'élution et le volume mort. Et à partir de ça, on va pouvoir déterminer ce qu'on appelle le KAV. Ça permet de normaliser le volume d'élution, ce qui va permettre en fait de standardiser et de pouvoir être répétitif, même si on n'est pas dans le même labo. Parce qu'en fait,
les volumes d'élution peuvent varier en fonction de la longueur, du diamètre, en fonction du tampon. Et donc, le fait en gros, de normaliser par rapport au volume mort, eh ben, on a quelque chose de tout à fait reproductible. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et soit on peut faire le log en fonction du volume d'élution, soit en fonction du KV, c'est encore mieux. Le KV est donc sans unité puisque c'est un rapport de volume. Donc, vous voyez que juste avec une exclusion stérique, il y a beaucoup de choses à dire. Et donc, il y a beaucoup de choses à savoir. Là, la masse de la protéine, c'est vraiment primordial. Et en fonction de la masse de la protéine, vous choisissez une résine avec les pores du bon calibre. Et vous faites en sorte que la masse de votre protéine soit au centre du domaine de fractionnement. Comme quand on fait une gamme étalon avec ce que vous voulez en chimie. Donc voilà pour la chromatographie, la gel filtration, l'exclusion stérique. Maintenant, on va passer aux chromatographies solides-liquides. C'est là où il y en aura plusieurs. Toutes ces chromatographies se font en 4 étapes. Première étape, l'équilibrage. Ça consiste à placer la phase stationnaire dans des conditions physico-chimiques favorables à une interaction avec certains solutés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une résine qui est neutre, on va la mettre dans un tampon, ce qui va permettre par exemple de charger les groupements qui sont sur la résine pour former les interactions. Deuxième étape, le dépôt de l'échantillon. C'est-à-dire que on va fixer sur la phase solide les solutés que l'on veut séparer par les interactions faibles, qui vont différencier en fonction du type de chromatographie. Et on va suivre ça par un lavage qui va permettre d'éliminer les solutés qui ne seront pas spécifiquement retenus sur la colonne. Donc tout ce qui n'est pas les protéines que l'on veut séparer. Ça va être élué dans le volume mort. Troisième étape, élution. Donc là, on va changer la composition de la phase mobile pour déstabiliser les interactions entre la colonne et les molécules qui vont interagir spécifiquement avec. Et on va avoir une élution, un décrochage avec cette élution. Et elle peut être faite soit par gradient continu, soit par palier ou par des sauts en discontinu. Donc l'élution, c'est ce qui va nous permettre de vraiment faire l'étape de séparation des constituants. Et enfin, la régénération va nous permettre de renettoyer la colonne. On appelle ça le rinçage aussi. On régénère pour pouvoir réutiliser la colonne pour une autre chromatographie. Donc ça, c'est les étapes à retenir. Maintenant, on va voir un peu ce que ça donne au niveau pratique. On va commencer par la chromatographie d'échange d'ions, en anglais Ion Exchange Chromatography. Le principe, c'est quoi? On va avoir une matrice qui va être composée de billes qui vont porter des groupements chargés, qui vont être liés de manière covalente sur la résine. On parle de résine d'échangeuse d'anions si elle est chargée positivement. On appelle ça, parce que si elle est chargée positivement, c'est les groupements négatifs qui vont interagir, d'où l'échange d'anions. On appelle ça une résine cationique, parce qu'elle porte des cations, des groupements positifs. Et si les groupements sont chargés négativement, ça va être une résine anionique, et donc elle va échanger les cations. Ça, c'est très important, il ne faut pas se viander. Ensuite, exemple de différentes résines. Échangeuse d'anions, il y a la résine DEAE, diéthylaminoéthyle. Donc là, on va avoir un amine quaternaire ici, qui va porter une charge plus. Pareil pour la quaternarie aminoéthyle, on va avoir également une charge plus au niveau de l'azote. Ici, c'est un échangeur faible, ici un échangeur fort, c'est-à-dire que les interactions seront plus fortes à ce niveau-là et ça va nécessiter une plus forte différence de composants de la phase mobile. Ici, échangeuse de cations. Donc ici, on va avoir des groupements négatifs, avec ici un carboxyméthyle, ou alors ici avec un sulfopropyle, avec un groupement sulfate relié à un propyle. Dans tous les cas, le principe est le même. Alors, comment ça se passe, l'échange d'ions?
Alors là, je vais aller doucement parce que c'est un peu spécifique et compliqué à comprendre. Alors, dans la résine, il y a des ions qui vont être contraires aux groupements qui vont être chargés sur la résine et ça va assurer l'électroneutralité. On appelle ça les ions mobiles. C'est les ions qui sont déjà dans le tampon quand on va activer la colonne. C'est la première étape. On appelle ça l'activation aussi. Ce que j'ai appelé juste avant l'équilibrage. On parle d'activation aussi. Et en fait, les ions qui vont être... Donc là, ici, c'est une résine échangeuse de cations, parce que c'est une résine avec des groupements négatifs. Au début, on va avoir des contre-ions, donc ici des ions positifs, qui vont interagir avec. Et donc, ça va être globalement neutre. Et là, il se passe quoi? La séparation va être faite en fonction de l'échange avec ces ions-là. On va avoir nos protéines ici, qui vont être chargées positivement, soit un petit peu, soit un peu plus, soit beaucoup. Et les protéines vont échanger leur place avec les contre-ions qu'il y avait au départ. Vous voyez? Donc, il va y avoir une interaction entre les ions, les charges positives de la protéine et les groupements négatifs de la colonne. Et donc, on a une rétention de ces protéines-là sur la colonne. Tout ce qui ne va pas être chargé positivement ne va pas interagir et va donc tomber. Ça va être élué. Et ça, on s'en fout, entre guillemets. Ensuite, on va faire l'élution. Et donc là, comment on va faire? On va avoir dans notre éluant, par exemple du sel, donc des autres contre-ions, qui vont être en excès. Et comme ils vont être en excès, plus on va être concentré en sel, plus il va y avoir de contre-ions, et donc plus les protéines vont être éluées. Et ça va permettre de séparer les protéines qui vont être chargées différemment. En fait, les protéines qui vont être un petit peu chargées vont nécessiter une faible concentration saline pour être décrochées de la colonne. Celles qui vont beaucoup être chargées vont nécessiter beaucoup plus de sel pour pouvoir être éluées. Et donc, on va avoir, c'est pour ça que le gradient est intéressant, parce qu'on va pouvoir décrocher les protéines en fonction de leur charge. Et par exemple, quand on a purifié le cytochrome C de la levure de Boulanger, le cytochrome C a deux isoformes, c'est-à-dire deux protéines qui ont presque la même séquence. Sauf qu'il y en a une qui contient une lysine supplémentaire, ce qui veut dire qu'elle a une charge positive en plus. Et donc, comme elle est chargée, comme elle est plus chargée que le premier isoforme, elle va nécessiter plus de sel que l'autre pour être décrochée, et elle va donc être éluée après le premier isoforme. Vous voyez? Et grâce à ça, on va pouvoir séparer les protéines. Et donc, évidemment, la charge de nos protéines est importante. Donc, nos protéines vont être chargées positivement si le pH du tampon va être supérieur au pH I, sinon elles vont être chargées négativement. C'est pour ça que la charge, le pI de la protéine, est une information importante à obtenir au niveau de la préparation. Le dépôt de l'échantillon se fait à force ionique faible, évidemment, parce que comme on va rajouter du sel, il faut qu'on en ait vraiment pas beaucoup au départ. Sinon, s'il y a trop de sel, vous risquez de faire précipiter vos protéines, ce qu'on veut éviter à ce moment-là. Alors, si on fait une élution par gradient ou par saut salin, il va nécessiter de dessaler par dialyse. Là aussi, comme on va éluer avec des grosses concentrations en sel, on va avoir plein de sel dans notre échantillon avec nos protéines, et donc on va dessaler. Et alors, à quoi ça sert de retirer le sel de notre échantillon? Eh bien, si vous faites une électrophorèse, le sel peut perturber la migration des bandes. Et donc, des protéines, pardon. Et donc, ça peut être embêtant. Donc, on va retirer le sel par dialyse, par exemple. Ou par nanofiltration aussi. Et si vous faites une élution par gradient de pH, ça peut permettre de déterminer le pHi des protéines. Parce que les protéines vont être éluées à leur pHi,
et donc ça permet de les déterminer. Par contre, il faut faire attention, un trop fort pH peut être dénaturant pour les protéines. Ça, c'est important aussi. Donc ça, c'est la chromatographie d'échange d'ions. Elle est énormément utilisée. Maintenant, on va voir la chromatographie d'affinité biospécifique. On appelle ça affinity chromatographie en anglais. Le principe, c'est qu'on a des billes sur lesquelles vont être greffés de manière covalente des ligands pour lesquels les molécules à séparer présentent une affinité biologique ou fonctionnelle. Le principe, c'est qu'on va avoir une protéine qui va s'associer à un ligand qui va permettre d'être accroché sur les billes. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle une affinité biospécifique. C'est vraiment spécifique à la protéine en question. Tout ce qui n'est pas cette protéine-là ne va pas pouvoir être affine avec les ligands et donc ne va pas être élué. Très spécifique. Et ça va jouer sur ce qu'on appelle la constante de dissociation. Dans la réaction protéine plus ligand qui va donner le complexe protéine-ligand, la constante de dissociation, c'est la constante de la réaction inverse. C'est-à-dire que la constante qui va permettre au complexe de se désolidariser va être extrêmement faible. Et c'est ça qu'on veut. Si la constante de dissociation est très faible, c'est-à-dire que la constante d'association va être très élevée. Et si elle est très élevée, c'est-à-dire qu'il y aura une forte affinité avec le ligand, et donc c'est d'autant plus intéressant ici. Donc le choix du ligand va se faire en fonction de son affinité avec la protéine et de sa capacité de greffer sur la résine en conservant les propriétés de reconnaissance spécifiques. Blablabla. Maintenant, le dépôt va se faire comme avant, à force ionique faible, de manière à favoriser les interactions hydrogène et ioniques, qui sont les interactions qui vont être impliquées dans la reconnaissance spécifique. Et alors, l'élution, j'ai mal écrit parce que le mot élution, Word ne connaît pas. Donc, il marque élocution, il marque l'élution, enfin bref. Et d'ailleurs, j'ai fait une autre coquille ici, vous m'excusez. Alors, en général, je fais ça tard le soir, donc il se peut que des choses m'échappent, tant pis. Et l'élution des protéines peut se faire par excès de ligand. Hein, c'est-à-dire que c'est comme avec la chromatose d'échange d'ions. Hein. S'il y a beaucoup de ligands en excès, il va y avoir les protéines vont plutôt s'affiner avec les ligands qui sont libres et donc vont être élués de cette manière. Ou par modification du pH de la phase mobile, ou par augmentation de la phase mobile. Décidément, ça a vraiment marqué n'importe quoi. Bon, vous m'en voudrez pas. Hein. Maintenant, j'ai fait deux tableaux. Un premier tableau avec les ligands qui correspondent à certaines protéines. Si on a des enzymes, comme ligand, on peut utiliser un analogue du substrat de cette enzyme. Hein, donc, je sais pas, j'ai pas vraiment d'exemple en tête parce que j'ai jamais utilisé ça encore, mais il y en a plein. Si jamais ce qu'on veut, éluer, c'est un récepteur d'un hormone, on va utiliser une hormone. Si c'est un anticorps, on utilise un antigène. Si c'est un antigène, on utilise un anticorps, etc., etc. Après, on peut utiliser ce qu'on appelle des protéines de fusion, qu'on va créer par ingénierie génétique. On l'appelait avant le génie recombinant, c'est totalement obsolète et désuet comme terme, mais les vieux profs parlent encore de génie recombinant. Ça, en fait, c'est une protéine que vous allez exprimer de A à Z. C'est-à-dire que vous allez rechercher la séquence sur Internet, bioinformatiquement, vous allez faire des PCR, vous allez créer des amorces, et sur les amorces, vous allez greffer des étiquettes qui vont permettre d'apporter une étiquette en bout de la protéine quand elle sera exprimée dans une bactérie, etc.
Donc ça, c'est vraiment de l'ingénierie génétique, ingénierie métabolique, microbiologie. Ça, c'est spécifique à ça. Ça fait partie de mes spécialités que je trouve absolument fascinantes. Donc par exemple ici, euh, si vous avez une protéine sur laquelle vous mettez une étiquette de GST, eh ben, vous pouvez utiliser comme ligand le glutathion, parce que c'est le glutathion, c'est le substrat de la protéine glutathion S-transférase, d'où le GST. Et donc, il va y avoir une affinité biospécifique entre les deux, et vous allez pouvoir les séparer comme ça. Ce que j'ai utilisé moi, c'est ce qu'on appelle la colonne IMAC pour Ion Metallic Ion Metallic Affinity Chromatographie. Ça veut dire que, c'est ce qui a marqué ici, vous avez votre protéine qui est là, et sur cette protéine, au bout, il va y avoir un certain nombre d'histidines. Et alors l'histidine, elle a ce qu'on appelle un noyau imidiazole, qu'on peut voir ici, ce cycle à 5 atomes. Et en fait, avec des ions nickel ou cobalt, il va y avoir des interactions de pseudo-affinité entre les ions nickel et les histidines. Et il va y avoir une rétention par ce phénomène-là. Et ça, par contre, je l'avais utilisé. On avait purifié la GFP et on avait la 6-GFP. On avait mis 6 histidines en bout de chaîne, ce qui a permis de retenir la protéine dans une colonne avec des billes en métal qui étaient recouvertes par des ions nickel, justement. Et là, on a élué comment? Eh ben, en mettant beaucoup de noyaux imidazole. Voilà. Et donc, les protéines de fusion, c'est de plus en plus utilisé puisqu'on est en plein essor de l'ingénierie génétique. Donc, chromatographie d'affinité biospécifique. On va terminer avec les chromatographies d'interaction hydrophobe. Donc, hydrophobe, interaction, chromatographie. Là, on a des billes sur lesquelles sont greffés des groupements hydrophobes de petite taille, de type alkyle, donc soit 3 à 6 carbone, ou de type aryl comme des phényls. Les protéines sont séparées selon leur hydrophobie de surface. Donc là, ça va être des interactions hydrophobes entre ces groupements-là et nos protéines. Dans tous les cas, on a une chromatographie qui se fait à force ionique élevée, cette fois-ci. On parle en général 1 molaire de sel. Et donc là, ça nécessite par exemple des ions cosmotropes comme le sulfate d'ammonium, mais c'est pas assez concentré de manière à ne pas faire précipiter nos protéines. Et cette fois, c'est l'inverse que tout à l'heure. L'élution va se faire par gradient décroissant. Parce qu'en diminuant la force ionique, on va diminuer progressivement les interactions avec la membrane. Les protéines vont pouvoir interagir avec la phase mobile et donc être éluées. En général, après ça, on fait une chromatodéchangion ou une précipitation différentielle. Donc ça, c'est utilisé. Il existe exactement le même principe, mais avec des groupements qui vont être beaucoup plus longs, de 12 à 18 carbone. Donc ça, c'est la chromatographie en phase inverse, reverse phase chromatographie. Donc là, c'est exactement le même principe. Cette fois, par contre, on va éluer par modification de la constante diélectrique. C'est ce qu'on avait vu au début. Donc acétonitrile, méthanol, DMSO, etc. Et cette fois, les solvants volatiles, ils vont être facilement éliminables, mais ils vont souvent être dénaturants pour les protéines. Donc si jamais on veut faire une chromato qui va permettre de faire des études structurales ou fonctionnelles, on oublie la chromato en phase inverse, parce qu'on va dénaturer les protéines. Voilà, ça va être utilisé pour faire un séquençage, puisque là, on veut juste la séquence primaire pour un séquençage. Donc voilà pour les chromatographies solides liquides.